Bienvenue aux professionnels. On retrouve notre fidèle collaborateur de chez Lob, Sébastien Lantier, audioprothésiste. Vous êtes accompagné de Michel Veilleux, audiologiste. Là, on va démystifier les choses. C'est quoi la différence entre vos deux métiers? Bien, les audiologistes, en réalité, vont plus évaluer l'audition, tandis que l'audioprothésiste va y aller plus au niveau de la réadaptation avec les appareils auditifs. Donc, on va rencontrer Michel quand on passe un examen auditif, c'est ça? Exact. Et comment ça se passe, cet examen-là? Bien, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a une préparation qui va être importante à faire, donc de ne pas s'exposer à des bruits forts qui pourraient nuire aux résultats du test auditif. Plusieurs heures à l'avance? On parle de repos de 16 heures en général. À l'arrivée, dans le fond, pour l'examen auditif, bon, l'audiologiste va bien évidemment poser des questions sur l'historique du patient, l'historique auditif, que ce soit s'il y a eu des chirurgies, s'il y a eu de l'exposition au bruit dans un travail, par exemple, donc pour savoir un peu à quoi s'attendre. Par la suite, on va commencer par un examen qui va aller mesurer plus la mécanique de l'oreille. Donc, on va aller vérifier le mouvement du tympan, des osselets. Puis ensuite, on passe le test qu'on dit plus de l'audition en soi. On va lui faire entendre des mots, il va répéter, puis la voix va descendre de plus en plus. Donc ça va nous donner un petit aperçu de l'audition du patient. Par la suite, on va lui faire entendre des sons très, très faibles dans ses oreilles. Donc, on va vraiment essayer d'avoir les plus petits sons qui vont servir notamment pour les ajustements des appareils. Une fois que l'audiogramme est fait par l'audiologiste, nous, en termes d'audioprothésiste, ça va être ça qu'on va utiliser pour ajuster les appareils auditifs. Tout est basé sur son travail. Oh là là, il ne faut pas se tromper. Beaucoup de pression. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre passer un examen auditif pour l'enfant et l'adulte? C'est plus dans la méthode qu'on va utiliser. Donc, à partir de 5 ans, en général, c'est assez semblable à ce qu'on va faire pour un adulte. C'est sûr qu'on va utiliser un monde un peu plus imaginaire pour que ce soit un jeu pour l'enfant. D'environ 2 ans à 5 ans, ça va être avec des blocs, par exemple. On va lui faire écouter un bloc, puis dès qu'il l'entend, il va devoir lancer le bloc dans une chaudière. Donc ça peut être une façon de faire. Puis très petit, bien, c'est plus qu'il va se retourner vers des renforçateurs. Donc, les sons vont venir de haut-parleurs de chaque côté de l'enfant. Quand l'enfant va entendre un bruit, bien, il va se retourner. Puis là, on va le renforcer avec une image, soit une image télé, soit un toutou qui va danser pour lui dire bravo, tu as bien fait ça. Ça demande une minutie, ça demande vraiment que ce soit fait avec des professionnels qui ont de l'expérience parce que c'est des mesures qui sont subjectives dans le sens qu'il faut observer les réponses de l'enfant et s'assurer que c'est une vraie réponse. Est-ce que c'est long, un examen auditif? L'examen auditif, ça varie environ de 45 minutes à 1h15, dépendamment de la problématique qu'on va retrouver, de toutes les mesures qu'on doit faire. Puis ça inclut aussi une portion où est-ce qu'on discute avec le patient pour l'amener à comprendre sa problématique puis à pouvoir l'orienter vers des pistes de solutions, dont l'audioprothésiste qui en est une, entre autres. Comme dans l'univers visuel, bon, il y a certaines assurances qui peuvent couvrir des examens, les montures. Est-ce que c'est le même cas pour les examens auditifs? En fait, la plupart des assurances privées vont rembourser 75 à 80 des frais de l'examen auditif. Puis sinon, un peu comme pour les appareils auditifs, donc il va y avoir des organismes payeurs qui vont rembourser les appareils auditifs selon des programmes, des critères particuliers, notamment la RAMQ, en fait pas pour les tests auditifs, mais la CSST va rembourser les frais d'examen auditif, les anciens combattants vont aussi le faire. Dans les deux cas, ça pique ma curiosité. Un problème visuel, exemple chez un enfant, on peut peut-être le voir bouetter, foncer dans les murs, s'accrocher peut-être un peu plus. Du côté de Louis, je suppose qu'il nous répond peut-être pas aussitôt qu'on lui parle. Comment on fait pour discerner un problème, là, autant dans vos deux cas, là? Moi, souvent, c'est les parents qui vont voir que leur enfant a un comportement qui est spécial. Des fois, il va se cogner ou des fois, il va avoir de la misère quand il fait du bricolage ou quand il lit. C'est de remarquer puis d'être attentif beaucoup à ce que l'enfant va faire. L'enfant va se rapprocher de la télévision. Ah oui, beaucoup. Il ne voit pas bien de loin. C'est un des premiers signes, peut-être. Donc, il va s'approcher, va s'asseoir à terre devant la télévision. C'est peut-être un premier signe avant-coureur aussi. Ah, c'est bon à savoir. Chez vous, chez Lob? Souvent, on va se rendre compte que quand on l'appelle l'enfant par son nom, il ne réagit pas, il ne se retourne pas. Même chose à un bruit d'impact, un bruit fort.
pas de réaction. Bien, en fait, un enfant qui ne localise pas, c'est un signe qui peut avoir une différence entre les deux oreilles. Donc, à partir d'un certain âge, l'enfant est capable de savoir d'où provient la source des bruits. Donc, s'il y a un bruit qui vient de son côté gauche, bien, il va chercher un peu. S'il dit « maman l'appelle », par exemple, bien, il ne sera pas capable de dire que maman est dans la salle de bain. Il n'ira pas directement vers la bonne direction. Bon, Sébastien l'a dit, le sursaut est un autre élément. Sinon, l'apparition des mots va être tardive. Donc, un retard de langage, bien, c'est une des premières étapes à faire, dans le fond, d'aller vérifier si l'audition est en cause. Puis, tout petit bébé, bien, on n'entendra pas nécessairement le babillement des enfants. Donc, quand on parle de babillement, c'est vraiment les espèces de sons ba qu'un enfant, par exemple, va émettre quand il commence le développement de son langage. Ça doit être inquiétant. Je me mets dans la peau, là, justement, d'un parent. À quel âge, là, on devrait penser à téléphoner chez l'OB, téléphoner à une lunetterie, comme vous l'avez vu? Bien, au moins, à partir de l'âge de 2 ans, là, votre enfant, vous devrait avoir passé un examen, au moins pour évaluer, là, pour voir où on en est rendu. Parce qu'il y a beaucoup de pathologies comme l'hypermétropie que tu nais comme ça, qu'il faut qu'il soit diagnostiqué très rapidement. Est-ce que c'est long d'avoir accès à des services? Des fois, on entend un ORL, tu vas être sur une liste d'attente, puis ça vaut pas la peine. Dans les cliniques là, c'est assez rapide. On parle des délais d'environ 1 à 2 semaines, je vous dirais, avant d'avoir un rendez-vous. Donc, c'est assez rapide, tout dépendant des cliniques. Quand on a un problème avec notre ouïe, on doit être porté à pas se l'avouer. Mais finalement, c'est l'entourage, peut-être, qui s'en aperçoit avant nous. Tout à fait. C'est souvent l'entourage qui va remarquer que il met la télévision plus forte, il fait répéter, il y a plus de difficultés à suivre une conversation, que ce soit en groupe ou dans les endroits plus bruyants. Donc, c'est souvent l'entourage qui va pousser un peu plus pour que la personne malentendante aille consulter. Donc, l'entourage est un maillon très important dans notre domaine parce que c'est eux autres qui vont amener le patient à consulter. Et de votre côté, quand vous recevez toute l'information de votre collègue, de Mme Veilleux, peu importe, qu'est-ce que vous faites? En fait, avec l'audiogramme, on va être en mesure de prendre la partie d'intelligibilité qu'on appelle pour être en mesure de savoir c'est quoi le pronostic qu'on s'attend à avoir avec les appareils, c'est-à-dire c'est quoi le pourcentage de compréhension du patient. Donc, le patient a bien beau avoir une perte auditive sévère, il peut avoir une compréhension très, très bonne des mots quand on augmente l'intensité. Donc, c'est ce pourcentage-là. Exemple, que le patient a 80 d'intelligibilité. Pour moi, c'est un bon pronostic avec les appareils. Je m'attends à ce que le patient comprenne à 80 avec ses appareils auditifs. Donc, ça va être une notion qu'on va utiliser soit pour faire un bon choix d'appareil, puis faire en sorte d'aller chercher le maximum de compréhension pour notre patient. Finalement, on essaie de rééquilibrer. Le plus possible, exactement. Le plus possible. Merci beaucoup.